Stranger Things, chronique de 1985, prolonge l'univers avec une aventure se déroulant entre les saisons, mais laisse subsister quelques zones d'ombre et questions. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Après une fin controversée, Netflix n'a pas tardé à faire revenir Stranger Things, cette fois-ci avec le premier spin-off de la série. Intitulé Chronique de 1985, ce spin-off animé se déroule entre les saisons 2 et 3 de la série principale, explorant ainsi les activités de la jeune équipe de Hawkins après la fermeture du portail et avant l'ouverture du centre commercial Starcourt et de la base russe. Dans ce spin-off, 11, Mike, Dustin, Will, Lucas et Max affrontent de nouveaux monstres. Mais ils ne sont pas seuls. L'équipe compte sur une nouvelle amie et alliée, Nikki Baxter, qui sera essentielle pour percer le mystère de ces créatures et les combattre. Bien que la série soit considérée comme canon, son rôle dans la chronologie de Stranger Things reste flou, une situation encore compliquée par certaines incohérences et questions scénaristiques. Bien que ce spin-off s'efforce d'enrichir l'univers de Stranger Things sans perturber le canon et la chronologie de la série principale, elle laisse inévitablement des questions en suspens, qui resteront sans réponse sans une nouvelle saison. Si ces interrogations et incohérences scénaristiques n'affectent pas directement le reste de Stranger Things, elles peuvent néanmoins prêter à confusion lorsqu'on considère la chronologie complète de la série. Contrairement à la série mère qui suivait les personnages jeunes, adolescents et adultes, certains se divisant en groupes au fil des saisons, cette série se concentre exclusivement sur les jeunes personnages de Hawkins. Bien que, au moment des événements de ce spin-off, les adolescents de Stranger Things, Nancy, Steve et Jonathan aient déjà leur propre intrigue, le spin-off les met de côté pour se concentrer sur les enfants. Toutefois, la série inclut bien Steve et Nancy, même si leurs rôles sont très mineurs. Steve passe un épisode entier avec Dustin à tenter d'attirer le monstre qui l'incinère ensuite, et Nancy les aide à récupérer la photo du monstre dans les bureaux de Weekly Watcher. Il est donc inévitable de se demander où était Jonathan durant les événements de la série, et pourquoi il n'est présent que par un simple caméo, d'autant plus qu'il était déjà en couple avec Nancy, à ce moment-là, il aurait pu être très utile. Les monstres de la série sont des mutations de Démogorgon, que tout le monde connaît désormais si bien. Ils sont le résultat d'une expérience qui a mal tourné et leur cycle de vie se poursuit grâce à la dissémination de spores. Toutefois, ces monstres partagent les mêmes faiblesses et caractéristiques fondamentales que les Démogorgons, et Dustin fait une découverte capitale. Il prospère en hiver. Cette découverte ajoute une dimension de conflit et d'aventure à ce spin-off, mais soulève également une question. Si l'hiver est l'environnement idéal pour ces créatures, pourquoi la série mère n'a-t-elle jamais comporté de saison hivernale ? La série se déroule soit en automne, soit en été, soit au printemps, et le seul aperçu de l'hiver se trouve dans la scène où Hopper laisse de la nourriture dans la forêt pour 11 à la fin de la saison 1. S'il prospère en hiver, une saison hivernale aurait été logique, et aurait rendu la lutte contre le Démogorgon et les autres monstres bien plus complexe et palpitante, et aurait exigé un effort supplémentaire de la part de toute l'équipe de Hawkins. Bien que cette révélation soit exclusive à cette série, et que la série principale ne l'ait jamais évoquée, ça laisse désormais une question cruciale. Dans le spin-off, les personnages font une courte pause dans leur chasse aux monstres après avoir cru la menace éradiquée et se lancent dans une nouvelle mission. Lucas laisse tomber accidentellement une photo du bras de 11 et du monstre qui est vendu au Weekly Watcher, un journal marginal spécialisé dans les théories du complot, et la photo est un sujet en or pour eux. Avec l'aide de Nancy, les enfants finissent par récupérer la photo, mais non sans chaos. 11 fait vaciller les lumières et les papiers dossiers des bureaux du Weekly Watcher volent dans tous les sens, ce qui ne manquera pas d'attiser la curiosité et de nourrir de nouvelles théories sur ce qui se passe à Hawkins. Après une telle démonstration de phénomènes surnaturels, le Weekly Watcher aurait eu encore plus de matière à traiter, même sans la photo. Non seulement il est sous-entendu que le Weekly Watcher abandonne l'enquête sur la photo désormais perdue et les étranges événements qui l'entourent, mais le journal disparaît complètement de la série Stranger Things. Après avoir cru que c'était Anna, la mère de Nikki qui avait créé les monstres mutants, l'équipe de Hawkins réalise que le véritable responsable est Dan, le propriétaire d'une boutique locale qui sort avec Anna. Dan a volé ses expériences pour les utiliser sur les lianes récupérées à Hawkins dans la saison 2, ce qui a donné naissance aux monstres mutants. Dan confie à Dustin qu'il était cytologiste au laboratoire de Hawkins, mais qui n'a jamais eu accès aux expériences qui étaient menées. Plus tard, Dan est tué par le monstre et, comme beaucoup d'autres personnages de ce spin-off, on n'entend plus jamais parler de lui. Cela soulève de nombreuses questions sur le passage de Dan au laboratoire de Hawkins et son véritable rôle, questions qui resteront peut-être à jamais sans réponse.
Les pouvoirs de 11 sont présents dès la première saison, et au fil des épisodes, ils sont explorés plus en profondeur et évoluent. Dans la saison 2, 11 est brièvement entraîné par sa sœur, Kali, qui lui apprend à mieux maîtriser ses pouvoirs, ce qui lui sera très utile par la suite. Ainsi, lors des événements de ce spin-off, 11 contrôle mieux ses pouvoirs, mais l'un d'eux, en particulier, soulève des questions. Lors de l'affrontement final avec le monstre, 11 utilise ses pouvoirs pour l'éviter, tuer la créature et refermer le portail vers le monde à l'envers. Or, on voit 11 l'éviter dans le final de la saison 2, mais très brièvement et moins fréquemment que dans ce spin-off. Il s'agit donc plutôt d'une incohérence entre les deux séries, ce pouvoir particulier est complètement oublié dans les saisons 3 et 4 de Stranger Things, et ne réapparaît qu'à la saison 5, où il est présenté comme un nouveau pouvoir. L'un des plus grands défis que devait relever cette série était que le public connaissait déjà la fin avant même le début de la série, grâce aux événements de la saison 3. Bien que ce spin-off introduit un nouveau type de monstre, les spectateurs savent qu'il sera vaincu car le reste de Stranger Things n'a jamais montré de citrouilles mutantes, de lianes ou d'autres formes de démogorgons. Toutefois, la fin de cette série a transformé cela en problème. La scène finale montre la moitié du corps du monstre dans le monde à l'envers, d'où jaillit une fleur. Cette fleur s'épanouit en une tête de démogorgon, suggérant que ce monstre mutant poursuit son cycle de vie dans le monde à l'envers. Or, ce monstre n'est jamais réapparu dans les saisons 3, 4 et 5 de Stranger Things, ni même dans l'Abyss. Par souci de continuité, il est préférable de supposer qu'il n'a pas survécu longtemps dans le monde à l'envers. Parmi les nouveaux personnages les plus marquants, on retrouve Nikki et sa mère, la nouvelle professeure de sciences remplaçante à l'école de Hawkins. Bien qu'elle soit plus âgée que 11 et ses amis, Nikki s'intègre au groupe et tisse des liens particuliers avec Will. Dans l'épisode final, Nikki et Anna unissent leurs forces pour aider 11 à vaincre le monstre. Et bien que Anna ait annoncé leur départ de Hawkins, elle décide finalement de rester. Nikki et Anna déménagent et restent à Hawkins. Le groupe se réunit dans leur garage pour jouer à Donjons et Dragons. Malheureusement, on ignore ce qu'il est advenu de Nikki et Anna après cette série, car elles n'apparaissent ni ne sont mentionnées dans la suite de Stranger Things. C'est d'autant plus frustrant qu'elles auraient été des alliées précieuses dans les saisons 3, 4 et 5, et l'amitié des enfants avec Nikki était vraiment spéciale. Tout comme pour Nikki, Anna, Dan et son passé au laboratoire de Hawkins, les événements de ce spin-off n'ont jamais été évoqués dans Stranger Things. Comme mentionné précédemment, la série est canon, mais ce statut peut prêter à confusion précisément parce que ces événements ne sont jamais mentionnés dans la série principale. Le showrunner de Stranger Things Chronique de 1985 a expliqué que les personnages avaient des problèmes bien plus importants à gérer dans les saisons 3, 4 et 5, ce qui ne laissait aucune place aux souvenirs, ni même à l'évocation de ce qu'ils avaient vécu durant l'hiver 1985. Toutefois, étant donné la survie du monstre et le fait que Nikki et Anna soient restées à Hawkins, il est inévitable de se demander pourquoi elles ont connu un tel destin si ces événements n'étaient jamais mentionnés par la suite. La couleur est un élément essentiel de Stranger Things. Le rouge est la couleur du monde à l'envers et le jaune vert celle de la formule de Baxter qui imprègne la reine. Une fois le portail ouvert, elle s'imprègne d'énergie rouge symbolisant son lien avec le monde à l'envers. Alors, que signifie cette fleur qui vibre d'énergie bleue? Cette couleur est très significative, a déclaré Rebels. Si tout se déroule comme prévu, ce sera vraiment extraordinaire. Il faut aussi garder à l'esprit que ce à quoi nous avons affaire, ce n'est pas seulement le monde à l'envers, c'est la rencontre entre la science et la matière du monde à l'envers. C'est une fusion inédite. Et je me souviens que Matt et Rose Duffer m'ont dit dès le départ, Rebels, tu dois te l'approprier. Tu dois créer quelque chose de nouveau qui ne perturbe pas notre chronologie ni ce que nous faisons ici, afin de pouvoir l'isoler, mais aussi créer à partir de ça. C'est exactement ce que représente cette fleur bleue que l'on voit à la fin. Encore une fois, si tout se passe comme prévu, cela va ouvrir la boîte de Pandore et je ne pense pas que quiconque soit prêt à affronter cela, car nous n'avons jamais rien vu de tel. Et c'est peut-être le plus gros grattage de tête. Que compte-t-il faire ? La plupart des personnages principaux apparaissent dans cette saison, bien que leur voix soit interprétée par différents acteurs, avec notamment de brèves apparitions de Jonathan Byers et même de Nancy Wheeler. Hopper, Nancy, Steve obtiennent des rôles secondaires, mais Joyce Byers, incarnée à l'écran par Winona Ryder, est totalement absente. Et il y a plusieurs raisons à cela, a déclaré Roberts lorsqu'on lui a demandé pourquoi la série ne montrait pas Joyce Byers. Mais l'une des principales, c'est que les frères Duffer ne voulaient pas que cela devienne une histoire pour adultes, une histoire pour adolescents. Ils voulaient s'assurer que les histoires restent fidèles aux enfants et à leurs aventures, un peu comme les Goonies. C'est l'histoire des enfants, c'est leur aventure, ils ne voulaient pas se laisser absorber par les histoires d'adultes. Parce que, en réalité, quand on a commencé à développer cette série, l'histoire s'orientait de plus en plus vers l'intégration de Joyce, Hopper et des autres personnages. Mais on s'est rendu compte qu'on prenait une tournure plus sombre, dès qu'on introduit les adultes, les histoires deviennent plus pesantes.
Du coup, on a décidé de se recentrer sur les enfants, sur leur histoire, et de laisser les adultes en dehors de cette aventure. Ils peuvent toujours apparaître, ils peuvent toujours y participer, mais l'important c'est de se concentrer sur l'aventure et le parcours des enfants. Pour ajouter quelques hypothèses à celles avancées par Robles, la présence de Hannah Baxter et de Joyce Byers, toutes deux mères célibataires dans la série, aurait pu paraître redondante. De plus, à ce stade, Joyce est encore profondément affectée par la mort de son petit ami Bob Newby, et l'avoir déprimé tout au long de la saison aurait sans doute pesé sur le rythme de l'intrigue. Lorsqu'on retrouve l'histoire au début de la saison 3, elle n'est toujours pas remise et envisage de quitter Hawkins. Il est également possible que Ryder ait eu des problèmes de droit à l'image, mais cette hypothèse semble moins probable. Mais bon, c'est quand même décevant de ne pas mettre le meilleur personnage de la série mère dans ce petit spin-off. Du coup, ils n'ont pas le choix, il va falloir faire une seconde saison à ce spin-off, parce qu'il va falloir expliquer la fleur bleue. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu aimerais voir? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, et comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.